Alors bonjour Madame Perrin, merci d'avoir accepté cet échange. Vous êtes la première Bonjour. candidate qu'on va recevoir sur cette chaîne dans le cadre des élections municipales à la mairie de Montpellier. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter, vous en tant que candidate, mais aussi en tant que tête de liste pour Aimer Montpellier? Alors bon, déjà, je suis Isabelle Perrin, je suis en activité professionnelle, je suis notaire à Montpellier, j'ai 55 ans. J'ai une particularité dans cette campagne, c'est que je n'ai jamais fait de politique, je n'ai jamais été encartée dans aucun parti politique. Et donc, je suis tête de liste sur une liste qui s'appelle Aimer Montpellier, qui est une liste 100% citoyenne. Mon engagement est né de certains constats. Euh, du saccage de notre ville, aussi de constats nationaux où je vois qu'aujourd'hui on a quand même des hommes et des femmes engagés en politique qui sont complètement déconnectés de nos réalités. Et mon objectif, c'est de faire de la politique telle qu'elle est définie et telle qu'on devrait toujours la faire, c'est-à-dire pas de dogme, une liberté complète de penser pour s'occuper d'une ville et de ses habitants. D'accord. Alors, vous dites que vous êtes pas dans le cadre de la politique généralement, voilà, mais vous êtes tout de même soutenu dans le cadre de cette campagne. Vous avez reçu les soutiens de l'UDI et du MoDem. Je vais vous poser la question de manière un peu provocante. Est-ce que vous êtes la candidate de François Bayrou et Christian et Monsieur Lagarde? Alors déjà, le soutien de l'UDI, c'est un soutien que j'ai local, c'est-à-dire Jean-Pierre Ricot, qui est le maire de Pérols et qui est le représentant départemental pour l'UDI, me soutient. Il soutient la candidate et son projet parce qu'il a senti que c'était un projet qui était sincère. Mais je n'ai aucunement le soutien de l'UDI au national. Et concernant le MoDem, c'est la même chose, c'est-à-dire que le MoDem, effectivement, sont venus en soutien de notre liste, mais parce que ils pensent que le projet tel que je porte et la personnalité que j'ai fait qu'il faudrait quelqu'un comme moi à Montpellier. Donc, encore une fois, on est autour d'un projet. Moi, c'est ce qui m'intéresse, hein, c'est réunir des Montpelliérains et des Montpelliéraines autour d'un projet, réunir des compétences et se remettre à, si vous voulez, développer des actions pour la défense de l'intérêt général. Moi, je suis en activité, je joue, du moins personnellement, je joue aucune carrière là-dedans. Ce que je défends, ce sont les intérêts de ma ville et celui de ses habitants. Et du coup, en parlant des intérêts de Montpellier et de ses habitants, est-ce que vous pouvez un peu nous parler de vos programmes? Quels sont, on va dire, les grands pans de ce programme pour Montpellier pour les années à venir, du coup, si vous êtes élu maire? Alors, ce programme, c'est, si vous voulez, un programme qui est né de constats, puisque ça fait quand même 3 ans qu'on a commencé à travailler. J'ai fait plus de 900 rencontres avec les Montpelliérains, que ce soit des rendez-vous en B2B, des réunions d'appartements ou de grosses réunions publiques. D'ailleurs, lors de ma dernière réunion publique, il y avait quand même plus de 800 personnes. Et c'est un programme qui parle à tout le monde, puisque chez moi, j'ai des gens du PS, j'ai des gens de la gauche, j'ai des gens qui n'ont jamais été encartés et j'ai aussi des gens qui sont dans divers partis politiques de droite. Ce programme, il s'appuie sur la sécurité parce que les grandes villes de France, on a de sérieux problèmes de sécurité à Montpellier. Il s'appuie aussi sur le fait qu'il faut remettre de l'équilibre en matière de nos déplacements parce que nous avons une équipe municipale qui nous a beaucoup divisé sur le thème des mobilités et surtout qui a oublié le piéton et les personnes à mobilité réduite et qui a complètement stigmatisé l'automobiliste. C'est un programme aussi écologique parce que nous avons un vrai souci en ce qui concerne le traitement de nos ordures ménagères. Rien n'a été fait depuis des décennies à Montpellier. On a une taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui a augmenté de 48%. On n'a pas de solution de traitement des déchets. On a une équipe municipale en place qui veut mettre en place un incinérateur en centre-ville et ça, j'y suis complètement opposée parce qu'il y a d'autres solutions qui sont des solutions beaucoup plus intelligentes et respectueuses de l'environnement. C'est aussi un programme qui s'appuie sur l'économie parce que sans un programme économique fort, sans un accompagnement de toutes les hommes et femmes qui travaillent sur cette métropole, vous ne pouvez pas développer le reste de vos actions, c'est-à-dire les actions éducatives, sportives, culturelles ou sociales. Euh, et on a un maire qui nous a souvent dit que la gratuité n'avait pas de prix. Et moi, souvent, ce que je dis, c'est que l'éducation n'a pas de prix. Pour pouvoir avoir un bon projet économique, il faut aussi avoir une économie florissante. Alors, je me permets de rebondir directement là-dessus avec une question du chat. Pouvez-vous nous donner une vision globale du budget de la mairie de Montpellier actuellement, les principaux postes de revenus et de dépenses, et nous dire ce que vous souhaitez augmenter et ou diminuer? Alors, rentrer dans les détails, ça va être compliqué parce que ces détails-là, je ne les ai pas. Par contre, je peux vous dire globalement ce qui s'est passé en 6 ans. Déjà, vous avez deux budgets. Vous avez celui de la ville, celui de la métropole. Les trois quarts des compétences ont été déplacées sur la métropole. L'endettement de la métropole a été multiplié par 4 en 6 ans.
On a un encours d'endettement de 1,2 milliard et on a une capacité de remboursement de notre dette à 18 ans, c'est-à-dire qu'on est aujourd'hui considéré comme étant surendetté sur la métropole. Par rapport à la ville, notre endettement a été multiplié par 2 et on a un endettement de mémoire aux alentours de 850 millions d'euros. Voilà. Après, au niveau des budgets, le budget de la ville est aux alentours de 750 millions d'euros et celui de la métropole est quasi équivalent à son endettement. Moi, si vous voulez, je vais recentrer les choses, c'est-à-dire que je ne ferai pas de dépenses qui sont des dépenses pour servir mon image. À titre d'exemple, on a eu des travaux en centre-ville, je ne sais pas si vous connaissez notre ville, mais de la place de la Comédie aux Arceaux, il a été dépensé plus de 100 millions d'euros. Alors, je ne dis pas que ces travaux, au niveau du résultat, sont mal ou bien. Ce que je dis, que ce n'était pas une priorité. Et il y avait peut-être plus une priorité à mettre sur un plan de déplacement pour les piétons, sur équiper les bâtiments publics, y compris les écoles de panneaux photovoltaïques, équiper les écoles de pompes à chaleur pour que nos enfants étudient dans des températures qui sont acceptables. Donc moi, mon engagement, c'est vraiment un engagement de dire je vais mettre en place une politique pragmatique et de bon sens et je me poserai systématiquement la question de savoir, avant de prendre une décision, si c'est nécessaire, si on en a besoin. Alors tout à l'heure, vous avez évoqué le projet d'incinérateur dans le centre-ville de la mairie en cours. Il y a quelqu'un qui rebondit dessus dans le chat et qui demande, vous, quelle serait votre alternative à ce programme, vu que vous disiez qu'il y avait des alternatives de possibles. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir ce qui se passait par ailleurs dans le monde et en Europe, notamment aux États-Unis, en Europe du Nord et en Europe du Sud, en Italie. Alors, j'insiste beaucoup sur l'Europe du Sud parce que souvent on m'explique, oui, mais tu comprends, nous on est dans le Sud, donc dans le Sud, on fait pas comme les autres. L'Italie y arrive, donc on doit pouvoir y arriver. La réalité, c'est que si on met en place des solutions efficaces de tri de nos déchets, on peut trier 80% de nos déchets. Et si on arrive à faire ça, et ça nécessite un investissement en matériel et aussi un accompagnement humain, on n'aura plus besoin d'incinérateurs. Les incinérateurs qui existent par ailleurs sur notre territoire et dans d'autres communes suffirait à traiter nos déchets et on n'aurait plus qu'à garder notre usine de méthanisation avec le compost, cette fois-ci avec du compost propre, parce que ça c'est un autre sujet aussi à Montpellier. Aujourd'hui, on a une usine de méthanisation qui sort un compost qu'on ne peut pas revendre à l'agriculture. Et donc là, si on trie correctement, on aura des déchets compostables propres qui d'abord seront méthanisés et créeront de la chaleur et qui après pourront être valorisés et vendus aux agriculteurs pour enrichir nos terres. Donc on aurait vraiment une boucle qui serait bouclée. D'accord. Alors du coup, je vais enchaîner sur un autre sujet que vous avez aussi évoqué juste avant, qui est celui des transports. Alors Montpellier, depuis donc le mandat du maire actuel, Monsieur Delafosse, il y a la gratuité des transports. Est-ce que vous considérez que cette gratuité doit continuer à s'être effectuée? Enfin, je dis gratuité. C'est aux frais des Montpelliérains évidemment et des habitants de la métropole, mais est-ce que vous considérez que c'est quelque chose qu'il faut continuer de mettre en place et de maintenir, ou est-ce que vous avez une alternative à proposer à ce niveau-là? Alors déjà, il faut savoir que la gratuité coûte environ 120 millions d'euros. Le coût de fonctionnement de 120 millions d'euros à peu près. Donc effectivement, comme vous le dites très justement, ce n'est pas gratuit. Après, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est la Cour des comptes. La Cour des comptes nous dit que ce n'est pas soutenable. Oui, on a un problème avec l'environnement. Oui, il faut faire en sorte que les gens utilisent de moins en moins leur voiture. Mais pour arriver à faire cela, il faut une solution de transport en commun qui soit efficace, c'est-à-dire que vous ayez des points de prise en charge, notamment au moyen de bus, absolument de partout sur le territoire, que ce soit les lieux d'habitat ou que ce soit les lieux de travail, de pratique de sport ou de pratique culturelle. Et ce qu'on voit aujourd'hui, si vous voulez, avec la mise en service de la ligne 5, c'est qu'il y a des quartiers qui perdent des lignes de bus. Et donc, on se retrouve avec des Montpelliérains qui doivent marcher un quart d'heure à 20 minutes pour récupérer une ligne de tram. Bon, ben, partant de là, ça va avoir l'effet inverse de ce que ça devrait avoir, c'est-à-dire que les gens vont se remettre à prendre leur voiture. Donc, moi, mon objectif, c'est des amplitudes horaires, de la cadence, du service à proximité de tous les lieux, y compris les lieux d'activité, parce que quand même, les entreprises paient très cher la taxe sur les mobilités et ont très rarement le service qui va avec.
Et aussi, mon objectif, c'est de travailler avec les collectivités adjacentes, c'est-à-dire le Grand Pixenou, l'étang de l'Or et l'étang de Thau, pour que on mette en place des solutions de transport en commun qui soient intercommunales, parce qu'à cause du prix de l'immobilier aujourd'hui à Montpellier, vous avez de plus en plus de gens qui partent habiter très loin et qui n'ont pas d'autre solution que d'utiliser leur voiture pour venir en centre-ville. D'accord. Du coup, vous iriez essayer de convaincre les communes du littoral qui sont pas forcément favorables à avoir un tram qui aille jusqu'à leur commune à potentiellement réfléchir aux extensions de ces mêmes trams? Alors, je pense que si vous voulez, il y a peut-être un point déjà sur lequel on devrait pouvoir s'accorder, c'est amener le tram jusqu'à l'aéroport, ça pourrait avoir du sens. Après, je pense que, sans parler de tram, on peut peut-être mettre en place des solutions de bus. Alors, pourquoi j'insiste sur ce sujet-là? On a aussi un vrai sujet de logement pour nos étudiants, et on est quand même proche d'un littoral où on a des appartements qui sont vides au mois de septembre, au mois de juin, c'est-à-dire en pleine période étudiante. Et on voit très bien que les étudiants qui ont les moyens d'avoir une voiture n'hésitent pas à venir se loger au bord de mer. Donc, si on mettait des solutions de transport en commun avec ces communes-là, ça permettrait peut-être aussi de trouver une solution de logement pour nos étudiants. Alors parfait, vous parliez des étudiants, c'est un sujet très important, c'est celui du logement. Question qui est évoquée dans le chat et que je comptais aussi vous poser. Est-ce que vous avez un projet par rapport au prix du logement à Montpellier qui, justement, vous l'avez dit, contraint certains à aller plus proche du littoral et du coup à prendre la voiture? Alors oui, on a différents projets par rapport au logement étudiant et différents projets par rapport aux étudiants tout court. Effectivement, le prix du logement aujourd'hui à Montpellier est complètement stratosphérique et du coup, on a quand même des prix de loyer qui sont relativement élevés. Et j'ajoute que le plafonnement des loyers a pas vraiment fait changer les choses. On se retrouve avec un marché qui est complètement crispé. Ce qu'il faut faire, c'est que oui, il faut mettre en construction des résidences pour les étudiants. Ça n'a pas été assez fait. Et ce que nous proposons aussi, c'est de mettre en place un fonds de garantie pour la garantie des loyers des étudiants de 1 million d'euros, ce qui équivaut à peu près à l'équivalent, pour vous donner une idée, de dépôt de garantie pour 200 000 studios. Donc, on est quand même assez large. Et ce fonds de garantie ne bénéficierait pas qu'aux étudiants, on veut aussi en faire bénéficier les jeunes travailleurs, on veut en faire bénéficier les familles monoparentales. D'accord. La question étant, maintenant, comment est-ce qu'on finance tout ça? À Montpellier, comme vous avez dit, une ville qui s'endette, comment on finance ces mesures à Montpellier? Alors, on va déjà arrêter de faire des travaux pharaoniques, hein. Moi, je parle très très peu de travaux dans ce programme-là. Il n'y a aucun candidat qui parle d'économie. Je suis la première à parler d'économie. Et la première chose qu'on va faire quand on sera élu, si les Montpelliérains veulent bien nous faire confiance, c'est de déclencher un audit sur les comptes de la ville, les comptes de la métropole, les comptes de tous les organes satellites. Parce que quand on parle d'endettement, là, on parle que de l'endettement de la ville et de la métropole, mais on parle pas de celui de la Terme, on parle pas de celui de la Régie des eaux ou d'autres organes, et aussi les comptes de toutes les associations qui ont bénéficié de subventions. Si vous voulez, on est dans une campagne. Quand je vois les autres candidats, je dis toujours, c'est une campagne all inclusive. Tout le monde arrive avec son projet de gratuité et personne parle d'économie. Je pense qu'on est arrivé à une période où il faut faire des économies et encore une fois après avoir un vrai programme économique pour soutenir nos entreprises, parce que elles sont l'un des principaux aujourd'hui leviers pour rentrer de l'impôt. Alors soyons clairs, je n'augmenterai pas les impôts pour les entreprises, mais par contre, si on accompagne les entreprises pour dynamiser l'économie à Montpellier, inévitablement leur chiffre d'affaires va croître et donc les recettes en matière d'impôts vont croître aussi. Ben, c'est parfait, vous faites la transition avec les entreprises et c'est une question qui est liée à l'emploi cette fois. Montpellier est une commune dans laquelle il y a aujourd'hui très peu d'emplois à pourvoir, c'est extrêmement bouché à Montpellier à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des mesures à ce sujet pour potentiellement de la création d'emplois à Montpellier et dans dans la métropole par extension? Alors, déjà, ce que je dis souvent par rapport aux entreprises, c'est que ça m'embête d'entendre dire qu'il se passe rien à Montpellier. On a énormément de pôles d'excellence qui sont pas du tout valorisés et qui, eux, quand ils sont en recherche d'emploi,
n'arrivent pas à recruter sur le territoire parce que nous n'avons pas les filières de formation adéquates. Par exemple, on a d'énormes filières en numérique et éditeurs de logiciels. Quand ils recrutent, ils ont du mal à trouver des Montpelliérains. Il faut qu'ils fassent venir des familles qui viennent d'autres grandes villes françaises parce que ces villes-là ont des filières pour former notamment des ingénieurs en informatique, des développeurs, des choses comme ça. Donc, il est essentiel à un moment donné qu'on mette en place ce que moi j'appelle des comités d'orientation stratégique qui associent absolument tous les acteurs. Donc, que ce soit, si vous voulez, les grosses entreprises, que ce soit tous les représentants sociaux, que ce soit le monde de l'enseignement, donc l'université, les grosses écoles privées, pour faire un point des besoins, dans quel ordre on va prendre les choses et à quel niveau la collectivité arrive dans cet ordonnancement. Excusez-moi. Ce qu'il faut aussi par rapport à ça, c'est effectivement adapter nos formations et faire savoir aussi à nos enfants quels sont les métiers qui existent sur notre territoire de manière à ce qu'ils puissent choisir les formations adéquates et avoir une chance de pouvoir trouver un emploi à Montpellier. Il faut aussi soutenir financièrement les entreprises en les aidant à aller chercher des fonds. Donc, il faut vraiment travailler au national et à l'international pour leur permettre justement d'avoir de l'argent pour se développer et du coup créer de l'emploi. Alors du coup, vous avez parlé d'emplois qualifiés, mais pour ce qui va relever et donc de formation, mais pour ce qui va relever des emplois non qualifiés ou avec des qualifications moins élevées, est-ce que vous avez aussi des propositions sur cette partie-là? Alors, il faut savoir que dans toute entreprise, à partir du moment où elle croît, elle emploie des emplois qualifiés et des emplois non qualifiés. Ça, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'une entreprise, c'est fait d'une multitude de métiers et il n'y a pas que des cadres qui travaillent dans les entreprises. Vous avez aussi des employés qui ont leur valeur ajoutée parce que sans eux, la journée peut pas se dérouler. Donc, ce qu'il faut se préoccuper aujourd'hui, c'est de faire croître nos entreprises pour qu'elles génèrent de l'emploi. Et quand elles vont générer de l'emploi, elles vont générer de l'emploi qualifié et de l'emploi non qualifié. D'accord. Alors, on va aller sur un des sujets que vous avez évoqué au tout début de cet échange, c'est celui de la sécurité. Question dans le chat. Sur quels chiffres vous appuyez-vous pour considérer qu'il y a à Montpellier un problème d'insécurité aujourd'hui et quelles solutions avez-vous prévues pour résoudre cela? Alors, quand vous regardez les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Intérieur au niveau national, c'est pas compliqué. On est toujours au-dessus de toutes les moyennes nationales. Donc ça, c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres qui sont diffusés par l'État. Le fait est, c'est que, si vous voulez, on a eu un maire qui a fait campagne sur le maire qui protège, qui a donné les clés de la sécurité à quelqu'un dont c'est pas le métier. Moi, je dis toujours, je vais pas acheter ma baguette de pain chez le boucher. Et je pense que si vous voulez, quand on veut mettre en place un programme en matière de sécurité, on doit se faire accompagner de gens dont c'est le métier. Donc, en l'occurrence, concernant ce programme, je suis accompagnée par Monsieur Vincent Ergotte, qui est secrétaire national pour Alliance Police Nationale, pour le RAID, la BRI et le déminage. Aujourd'hui, beaucoup de Montpelliérains, comme je vous l'ai dit, j'ai fait plus de 900 rendez-vous avec eux, me disent on ne voit jamais la police. Ben oui, c'est pas étonnant, puisque qu'est-ce qui se passe? Nous avons par vacation en moyenne entre 20 et 30 policiers sur le terrain. Donc pour une ville qui accueille à peu près 400 000 personnes dans la journée, c'est sûr qu'on peut pas voir nos policiers. Donc notre objectif, c'est de mettre plus de 400 policiers en ville, rattachés à des quartiers de manière à ce qu'ils soient connus, des policiers de terrain qui échangent, qui sont proches des habitants, qui sont proches des commerçants, On proches parle des de municipaux là, on parle de oui, police municipale. Oui. on parle des municipaux, proches des figures de quartier, proches des présidents d'associations. C'est-à-dire, c'est vraiment être au sein de la population pour bien comprendre ce qui se passe et pour pouvoir interagir assez facilement. C'est aussi plus de brigades cynophiles. Aujourd'hui, je crois, je ne veux pas vous dire de bêtises, mais il me semble qu'on n'a que 2 chiens pour les brigades cynophiles. C'est quand même très peu. C'est aussi un espace public équipé. Alors, un espace public équipé de caméras, on est environ à 400 caméras sur notre territoire. Caméras qui arrivent aujourd'hui, je vous le dis, que sur 8 écrans, avec des personnes derrière qui n'ont pas été formées et qui ne sont pas là 24 heures sur 24, ni 7 jours sur 7. Donc ça, c'est à revoir. Nous, on propose de passer un réseau de caméras à 1100 caméras. On propose d'équiper l'espace public. Quasiment de tripler les caméras. Exactement. On propose de tripler l'espace public
excusez-moi, d'équiper l'espace public de bornes d'appel d'urgence, de faire pareil dans les trams et dans les bus, surtout pour les chauffeurs de bus, d'équiper les commerçants aussi de ces mêmes boutons d'appel d'urgence, parce que mine de rien, ils voient toute la journée ce qui se passe dans la rue, de faire pareil avec certaines professions à risque, comme les chauffeurs de VTC qui roulent beaucoup la nuit, comme les chauffeurs de taxi aussi, comme les pharmaciens qui sont des fois soumis à une population un petit peu dangereuse, ou les médecins qui, dans le clos de leur cabinet, des fois se retrouvent dans des situations un petit peu difficiles à gérer. Notre objectif, c'est de faire en sorte, si vous voulez, que on soit équipé pour que la police puisse être réactive. En matière d'équipement aussi, on a des lieux qui sont sensibles, tous les lieux d'études, hein, que ce soit les écoles, les collèges, les lycées, les universités et les lieux de culte. D'accord. Alors par contre, vous voilà, triplage de caméras, 400 policiers municipaux. À combien ça se chiffre tout ça? Alors les 400 policiers municipaux, on peut en parler. Il y a un sujet aussi qu'on évoque très rarement dans cette campagne et qu'il faut rappeler. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois, on a un dossier qui est sorti sur, alors je dis, mets les guillemets, les emplois dits fictifs, parce que dans ces 273 personnes qui sont payées et qui ne travaillent pas, il n'y a pas que des emplois fictifs, il y a aussi des gens placardisés, c'est-à-dire des gens qui ont été sanctionnés parce que ils n'avaient pas choisi le bon candidat. Et ces 273 emplois nous coûtent 10 millions d'euros par an. Voilà. Donc là, il va y avoir des choix à faire, des économies à un moment donné à générer, c'est-à-dire qu'il va y avoir des gens à remettre au travail, des gens à former sur d'autres postes. Et pareil, cette gratuité des transports dont on parlait, les recettes sont estimées à 45 millions d'euros par an. Et par exemple, parce que 400 policiers, c'est doubler le nombre de policiers municipaux sur toute la durée du mandat, et doubler le nombre de policiers municipaux sur toute la durée du mandat, ça coûte 48 millions d'euros. Donc, si vous voulez, il y a juste des choix stratégiques à faire en matière de financement pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire comme politique et où on veut mettre les moyens à Montpellier. D'accord. Et du coup, autre thématique est vraiment celui de la culture. Et des associations, est-ce que vous avez prévu quelque chose aussi à ce niveau-là, sur le sujet Bien culturel? sûr. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses dont il faut être certain, c'est qu'on ne peut pas gérer une ville comme Montpellier sans les agents municipaux et sans les associations. Pour moi, les associations, elles ont une obligation et un devoir, c'est rendre service et mener des actions dans le sens de l'intérêt général. Donc, toutes les associations qui seront dans ce mindset, bien évidemment qu'elles seront accompagnées. Et personnellement, j'ai été pendant 2 ans bénévole dans une association où le soir après le bureau, j'allais aider des gens qui étaient en difficulté. Et je sais ô combien c'est important. Mais comme les aides aux devoirs, comme le sport et la pratique d'activités culturelles, moi je viens d'une famille qui était relativement modeste, comme je l'ai dit hier, je suis pas née avec un diplôme de notaire dans la bouche, et je pense que j'ai fait le parcours que j'ai fait parce que j'ai fait beaucoup de sport et parce que j'ai pratiqué des activités culturelles, donc je suis bien consciente que les acteurs sociaux ont un vrai rôle à jouer auprès de la population et qu'on ne peut pas s'en dispenser. Mais pour moi, c'est pas un outil électoral, ce ne sont pas des agents électoraux. Ils sont là, tout comme le maire, pour être au service des Montpelliérains et des Montpelliéraines. D'accord. Alors là, on va faire un petit passage du côté des candidats. Si vous aviez un bilan à faire du mandat qui vient d'être écoulé par Michael Delafosse, quel serait-il pour vous? L'échec et le saccage. Michael Delafosse a fait un mandat qui glorifie son image. Tout a été tourné vers l'image du maire. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de stratégie à long terme. Et surtout, une de mes amies, l'autre fois, m'a dit avec beaucoup d'humour, on dirait qu'on habite chez lui, c'est-à-dire qu'il a fait une ville à son image. Il n'a pas pensé à ce que souhaitaient les Montpelliérains, et ça, ce n'est pas admissible. C'est-à-dire que quand vous êtes maire d'une ville, vous n'êtes pas là pour développer ce que vous aimeriez, vous êtes là pour être sur le terrain, comprendre ce que souhaite votre population et, compte tenu de ce qu'elle souhaite, voir quelles sont les actions que vous pouvez développer. Concernant cette fois un candidat avec lequel on vous prête des volontés d'alliance dans la presse locale, le candidat Philippe Sorel, qui vient de se déclarer candidat il y a quelques jours. Est-ce que
cette potentielle entente est toujours d'actualité d'ici le premier ou peut-être le deuxième tour, ou est-ce que vous êtes toujours en discussion avec lui? Alors moi quand Philippe Sorel m'appelle et souhaite me rencontrer, je le rencontre, ça il y a pas de sujet. Après comme je l'ai dit là dans la presse cette semaine, moi ce qui m'importe avant tout, c'est le projet. C'est-à-dire que je ne veux pas échanger avec des candidats qui sont juste tournés vers leur ego. Ce que je veux, c'est échanger autour d'un projet, être sûr qu'on est d'accord, sur ce projet-là, surtout des candidats qui veulent œuvrer, pour leur ville. D'accord. Et pour une question aussi qui était revenue tout à l'heure, là ça va être davantage être une question un peu plus globale sur votre programme à vous. Quel serait votre grand projet pour Montpellier? Vous avez dit que ça serait pas forcément quelque chose lié à des travaux, mais quel serait le projet phare du programme Aimer Montpellier? Alors ça m'embête parce que j'ai une conférence vendredi de presse pour en D'accord. parler de ce projet phare. Donc suivez-moi vendredi, vous verrez, oui, il va y avoir un grand projet phare et ça sera un projet qui sera en grande partie financé sur des fonds privés. Mais oui, c'est une campagne beaucoup technique, la campagne qui est menée en ce moment. On parle beaucoup de sécurité, d'ordures ménagères, de mobilité et il n'y a pas de gros projets qui font rêver et on a besoin de rêver, on a besoin de retrouver un dynamisme montpelliérain et une fierté d'être montpelliérain. Et oui, on a deux grands projets et il y a le premier, je vais l'annoncer vendredi dans la presse. Est-ce qu'on peut savoir les thématiques concernées, à défaut de savoir ce que c'est exactement ou pas? Alors, ça sera lié à notre histoire. Tout ce D'accord. que je peux vous dire. Sinon, je vais trop en dire après. Ok, parfait. Je note cela. Bon, ben, on arrive très doucement, mais sûrement vers la fin de cet échange, à une demi-heure comme c'était prévu. Vous avez la carte blanche pour les 2 prochaines minutes pour expliquer pourquoi il faut voter pour votre liste et pour aimer Montpellier aux élections municipales. Je pense que nous vivons une période qui est très compliquée, que ce soit à Montpellier ou que ce soit dans notre pays. On voit qu'on a des hommes et des femmes engagés en politique uniquement pour défendre leurs propres intérêts. Et mon engagement, c'est un engagement qui est complètement désintéressé à titre personnel. Je suis une femme de dossier, je suis une femme de projet, je suis une femme qui aime sa ville. Et je suis une femme qui s'est engagée, pas pour faire carrière, mais une femme qui s'est engagée pour nous redonner la fierté d'appartenir à cette ville. Nous allons très mal tous en ce moment dans ce pays parce que l'on n'appartient plus à rien. Et je pense que ce sont justement les politiques locales qui nous permettront de nous reconnecter. Donc ce projet que je porte, c'est un projet pour l'ensemble des Montpelliérains, c'est pour refaire de Montpellier une ville qui a de l'audace, une ville qui réussit et une ville dont on est fier. D'accord, et ben c'est parfait. Ben, je vous remercie en tout cas beaucoup, Madame Perrin, pour votre présence aujourd'hui. Je vous informe, mais en même temps, j'informe les autres personnes que nous recevrons d'autres candidats dès la semaine prochaine. Voilà, lundi, Monsieur Omégas, vendredi, Madame Lachivé pour Lutte ouvrière, et les autres suivront par la suite. Je vous remercie. Je vous souhaite Merci à une vous. excellente journée, une bonne campagne, Merci. et peut-être à bientôt entre deux tours, si jamais ça se passe bien pour vous. Avec plaisir. Vous verrez, je vais être la surprise. Bonne fin de journée. Également, Merci. au revoir. Au revoir.